Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Sanson et je travaille dans le service de médecine interne et immunologie clinique du professeur Bonnotte au CHU de Dijon. Nous allons aborder aujourd'hui ensemble l'artérite à cellules géantes en 6 minutes. Alors l'artérite à cellules géantes, c'est une vascularite, c'est-à-dire une pathologie qui entraîne une inflammation de la paroi des vaisseaux. Ces pathologies sont classées en fonction de la taille des vaisseaux atteints et l'artérite à cellules géantes est une vascularite qui touche les vaisseaux de gros calibre, donc l'aorte et ses principales collatérales, en particulier les collatérales au niveau carotidien externe et céphalique. C'est une pathologie qui survient après 50 ans et qui touche plus particulièrement les patients âgés de 70 à 80 ans, 2 fois plus les femmes que les hommes. Et en termes donc d'épidémiologie, en Europe, on observe un gradient nord-sud. C'est plus fréquent en Scandinavie qu'en Europe du Sud. Et c'est une maladie qui est donc rare dans le pourtour méditerranéen et encore plus au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne. Les signes cliniques qui sont de deux types. Il y a des signes cliniques qui sont liés à l'inflammation systémique, puisque dans cette pathologie, il existe de manière quasi constante un syndrome inflammatoire marqué. Ces signes cliniques sont non spécifiques, c'est la fatigue, c'est la fièvre à prédominance vespérale, le syndrome inflammatoire, l'amaigrissement, des douleurs articulaires, notamment au niveau des ceintures, qu'on appelle la PPR. Et puis donc le deuxième type de signes cliniques, ce sont les signes ischémiques, qui vont être la conséquence du remodelage de la paroi vasculaire, qui correspond en fait à un épaississement de cette paroi qui va progressivement sténoser, obstruer les vaisseaux et entraîner des signes cliniques. Ainsi, si les artères touchées sont les artères temporales et les artères occipitales qui le sont fréquemment, ça va entraîner des douleurs et donc des céphalées, qui est le signe clinique le plus fréquent de l'artérite à cellules géantes. Ça peut aussi affecter l'artère maxillaire interne et entraîner ce qu'on appelle une claudication des mâchoires, des douleurs qui apparaissent à la mastication au niveau des masséters. L'aorte est touchée fréquemment, mais c'est un gros vaisseau et généralement c'est asymptomatique. Les artères des membres et notamment les sous-clavières peuvent être touchées et occasionner une asymétrie tensionnelle, une claudication des membres supérieurs ou l'abolition d'un pouls. De manière plus rare, les vaisseaux à destinée cérébrale, notamment les artères vertébrales, peuvent être touchés et occasionner des AIT ou des AVC. Et puis donc la complication que l'on redoute le plus, c'est l'atteinte des artères ophtalmiques et de leurs branches, qui vont entraîner des manifestations oculaires avec une source de handicap importante, un risque de cécité chez ces patients, qui fait toute l'urgence de la prise en charge de cette pathologie et de son traitement, la complication la plus fréquente étant la NOIA, qui est une neuropathie optique ischémique antérieure. Comment on confirme le diagnostic ? Eh bien, le diagnostic est confirmé devant des critères suivants. C'est des patients de plus de 50 ans qui ont au moins un signe clinique de maladie de Horton ou de PPR, un syndrome inflammatoire et une preuve de vascularite, soit par la réalisation d'une biopsie d'artère temporale, la BAT, qui est le gold standard, soit par la réalisation d'examens d'imagerie qui vont mettre en évidence des signes indirects de vascularite, ces examens pouvant être le TEP scanner, l'angioscan, l'IRM ou l'écho-doppler. La biopsie d'artère temporale, c'est l'examen de référence pour faire le diagnostic encore aujourd'hui. Ça se fait sous anesthésie locale, au bloc opératoire. La sensibilité de cet examen n'est pas parfaite puisqu'elle est positive dans 49 à 85% des cas de maladie de Horton. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe une inflammation de la paroi vasculaire, des lymphocytes T et des macrophages qui infiltrent la paroi, qui définit cette vascularite, et vous voyez une lumière vasculaire qui est obstruée. La physiopathologie est complexe, mais de mieux en mieux comprise. On sait qu'il existe dans l'artérite à cellules géantes une activation des cellules immunitaires de la paroi vasculaire qui conduit à un recrutement de lymphocytes T qui produisent des cytokines, notamment de l'interféron gamma, qui va activer les cellules musculaires lisses présentes dans la média, entraîner le recrutement d'autres cellules inflammatoires, notamment des lymphocytes T et des monocytes, constituer un infiltrat granulomateux, c'est une vascularite granulomateuse, et cet infiltrat va produire des facteurs de croissance qui vont entraîner une migration et une prolifération de ces cellules musculaires lisses qui va obstruer la lumière vasculaire et générer les signes ischémiques de la maladie. Le traitement est basé sur la corticothérapie, véritable pierre angulaire du traitement de l'artérite à cellules géantes. C'est même un test thérapeutique puisque lorsque ça ne fonctionne pas,
le diagnostic est reconsidéré. La dose de départ dépend de l'existence de complications ischémiques et ensuite on va progressivement diminuer les doses avec pour objectif un sevrage à 18 mois. Lorsqu'on n'arrive pas à sevrer la corticothérapie en raison de rechute ou lorsqu'il y a des effets secondaires de cette corticothérapie, se discute un traitement de deuxième ligne, dit des traitements d'épargne en corticoïdes. Et les deux actuellement utilisés sont le tocilizumab, qui est une biothérapie dirigée contre le récepteur de l'IL-6, ou le méthotrexate, qui est un traitement immunosuppresseur plus classique. Alors, l'artérite à cellules géantes n'est pas une maladie contagieuse ni une maladie génétique, c'est une maladie chronique dont le traitement est prolongé et qui va nécessiter des consultations régulières, à peu près tous les 3 à 6 mois, et un suivi biologique au minimum mensuel avec surveillance du syndrome inflammatoire. À peu près une petite moitié des patients vont présenter des rechutes à l'occasion de la décroissance des corticoïdes ou après son arrêt, mais ces rechutes sont rarement sévères et notamment il y a classiquement pas de complications ophtalmologiques à l'occasion d'une rechute. C'est des patients qui sont âgés, donc qui sont assez fragiles, notamment vis-à-vis des infections et pour lesquelles les vaccinations doivent être bien tenues à jour, en particulier vis-à-vis du pneumocoque et du Covid. Dans quelles circonstances ils viennent à l'hôpital? Généralement au diagnostic, plus rarement en cas de rechute puisque c'est généralement peu sévère. Lorsqu'ils sont traités, ils peuvent venir à l'hôpital en raison d'une complication intercurrente, notamment une infection. Il faut se méfier des infections urinaires et des infections digestives, notamment la sigmoïdite, où ils peuvent être hospitalisés en raison d'un effet indésirable de la corticothérapie, comme un tassement vertébral par exemple. Les complications de la maladie, notamment aortique, en cours de traitement sont heureusement très rares. L'impact sur la vie quotidienne, c'est la prise quotidienne du traitement, les bilans biologiques réguliers au minimum mensuel et les consultations tous les 3 à 6 mois. C'est le risque de rechute, mais encore une fois peu sévère à l'occasion de la décroissance des corticoïdes et éventuellement un handicap, généralement lié à la poussée initiale, à une atteinte visuelle ou à une séquelle d'AVC. Consultez le PNDS, les webconférences de la filière ou de vous rendre sur le site de l'association France Vascularite. Je vous remercie pour votre attention.